La ville ici est aujourd'hui dans le village de Premier, à 869 mètres d'altitude, où nous accueille un artisan de haut vol, le luthier fermier de renommée internationale et d'origine haut-bavaroise, Monsieur Hans-Martin Bader, qui nous reçoit dans sa ferme de 1814. Monsieur Bader, bonjour. Bonjour. Luthier et en même temps fermier, c'est pas ainsi qu'on imagine un luthier disons, a priori. Pourtant, ça paraît totalement naturel chez vous. Comment est-ce que vous définissez vous-même le travail du luthier? Bon, bien sûr, c'est deux métiers totalement différents, mais je veux dire, si on regarde ça historiquement, on a eu, par exemple, la même situation à la Vallée de Joux. Vous avez eu des horlogers d'une finesse et d'une qualité exceptionnelle, je veux dire. Ouais. Ils étaient quoi à la base? Ils étaient des petits paysans qui avaient 2-3 vaches, ils fauchaient leur foin et l'hiver, une fois ils avaient traité les vaches, ma foi, ils allaient dans leur atelier et ils travaillaient dans cette tranquillité absolue et ils produisaient des montres de haute complication et des inventions, mais voilà, et c'était des gens tout simples, c'était pas des ingénieurs des universités. Et dans la lutherie, on a exactement la même situation. Anciennement, le luthier, bien sûr, il y avait déjà des luthiers au 19e siècle ou même avant dans les villes, mais je veux dire, il y avait aussi une lutherie qui était établie à la campagne. C'était à la base tous des petits paysans qui l'hiver, ils construisaient leurs instruments comme un petit supplément de gagner un peu d'argent pour survivre. Je veux dire, les gens, ils vivaient avec peu mais ça ne changeait rien. Il ne faut pas penser, voilà, à travers cette activité agriculteur, c'était des artistes, c'était des gens, ils avaient un goût extrêmement développé, un savoir-faire dans leur métier, souvent bien sûr transmis dans des générations et des générations. Par exemple, mon prof à l'apprentissage, Matthias Klotz, c'était un luthier 9e génération. Je veux dire, eux, ils avaient un savoir-faire, mais inouï. Si lui, il commençait le violon, il prenait la hache pour débiter déjà le bois grossièrement. Là, vous avez par exemple cette table là pour le violoncelle, c'est quand même des grosses pièces. Ouais. S'il faut sortir la forme de l'instrument, il y a beaucoup de bois à enlever, péniblement à la main. Et je veux dire, les anciennes, bien sûr, ils étaient très agiles là, ils prenaient juste la hache et ils débitaient déjà en gros. J'ai collé le joint. Ah, c'est collé, oui. Hein? Ils prenaient la hache et ils taillaient déjà en gros la voûte comme ça. Ouais. Avant de découper l'instrument. Wow. Ça, c'était justement, ils étaient en lien avec des métiers beaucoup plus, je veux dire, manier des outils beaucoup plus lourds. Et ils étaient aussi habiles avec ça et ils pouvaient se permettre d'attaquer la construction avec une hache. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus un seul luthier qui oserait s'approcher avec une hache cette morceau de bois là. Et vous le débitez comment alors vous-même? Je veux dire, bien sûr, nous on fait ça aujourd'hui avec cette gouge là. Hein. Ah ouais. Hein? Mais je veux dire, si on est dans la lutherie, il faut beaucoup de force dans les bras et beaucoup de force dans les mains. Ouais. Hein? Le bois, il est rude. Hein? Là, il y a encore même quelques copeaux. Hein? Toutes les pièces ne sont pas du même bois ou bien? Non. On a en principe 3 bois différents. Hein? Là, vous avez les copeaux qui font cet outil-là. Ah oui, carrément. Mais oui. Ça ne fait pas seulement des petites des petits canaux. Je veux dire, c'est pour arrondir. En fait, c'est pour arrondir le. Oui, je veux dire, on travaille. L'instrument. Toute la voûte, elle est travaillée dans le massif. Elle n'est pas chauffée, cintrée, pliée. Ouais, hein. ouais. Je veux dire, ça, c'est la sculpture. Et ça donne aussi cette valeur artistique à l'instrument. Ouais. On est dans la 3e dimension. On n'est pas dans la construction d'une guitare qui est plate. Ouais. On a le relief et la façon dont ce relief est réussi, ça donne la valeur artistique à l'instrument. Hein. Ouais, voilà. Et d'autant plus dans le ou la volute, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Ça, c'est vraiment de la sculpture. Alors. Ah oui, exactement. Mais je veux dire, bien sûr, faire la volute d'un violon, je prends un violon là.
Vous dites la volute? La volute. Hein. D'accord. Hein? Ça, c'est la volute. Bien sûr, là, on est vraiment dans la sculpture. Hein? Mais je veux dire, sculpter le dos et la voûte, elle est aussi élaborée et fin. Cette forme, bien sûr, elle est pour monsieur et madame tout le monde plus facilement à reconnaître, c'est une sculpture. Mais ça aussi, c'est une sculpture très sensible. Et la belle lutherie, elle doit réussir donner un caractère dans toutes les formes, dans toutes les parties de l'instrument, le même caractère. Ouais. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et je pense que ce n'est pas le même bois entre la volute et ça, c'est la table. Corps de la table. Voilà. Ça, c'est la table, elle est en épicéa. Les éclisses et le dos, il est en érable sycomore et le manche aussi. D'accord. Et la touche, il est en ébène. Okay. Ça, c'est un bois exotique. Alors oui, j'allais dire, il ne vient pas du Jura. Mais je veux dire, bien sûr, l'ébène, maintenant, il est aussi en... Oui, c'est un bois qui va, je pense, prochainement être proscrit aussi. Je veux dire, le marché, ils ont trop ravagé le bois d'ébène et maintenant, on est dans la pénurie, carrément. Et je veux dire, il y a déjà plusieurs autres bois exotiques qui sont en interdiction de travailler, de les exporter, importer. Ça veut dire là, avec l'ébène, on va arriver, je pense, prochainement aussi à cette même situation. Et il existe d'autres bois durs qui ressemblent un petit peu à l'ébène quand on n'en aura plus? Ça veut dire, anciennement, par exemple, l'époque baroque, l'ébène était extrêmement rare aussi et extrêmement cher. Ça veut dire, la lutherie utiliser l'ébène, mais les touches, ils étaient seulement plaquées avec l'ébène. Et après, plus tard, sont venues les touches en ébène massif. Ouais. Et certains instruments aussi, les touches, ils étaient faits avec l'aubier blanc. C'est le bois le plus dur de l'Europe qui était après teinté noir. Mais je veux dire, si maintenant on doit revenir on doit arriver à l'interdiction de l'ébène, l'ébène va être remplacé par une matière, on veut dire tout simplement composite. Ah oui, j'allais dire plastique. Voilà, une forme de plastique. Bon, on peut le raboter, on peut tout, mais c'est plus du tout. Mais je veux dire, moi je ne me vois pas, mais sur un beau violon, une pièce en plastique. Hein. Mais je veux dire, voilà, ça va arriver. Ça va dénaturer la sonorité de l'instrument, je pense. Aussi. Mais je veux dire, bien sûr, une touche en ébène, elle a une durée de vie extrêmement longue. Hein. On peut le rectifier, ça peut durer même 100, 200 ans. Hein, dire. Après, il faut le changer quand même. Voilà, ça c'est un peu le violon. Hein. Très bien. Vous vivez loin de la ville. Moi, j'imagine, un peu naïvement, j'imagine un luthier comme un urbain. Mais vous ne vous sentez pas un petit peu éloigné des orchestres et de vos clients? Oui, je veux dire, bien sûr, il y a beaucoup de luthiers qui sont établis en ville, mais je veux dire, eux, ils exercent le métier aussi différemment que moi. Ouais. Je veux dire, eux, ils sont plutôt, ils sont dans la réparation, dans les réglages, dans la vente de l'instrument. Moi, je suis plutôt dans la construction. Ouais. Je veux dire, à ce moment, bien sûr, un client qui s'intéresse pour la construction d'un instrument, faire une fois 20 ou 30 ou 40 km, ce n'est pas un problème non plus aujourd'hui. Oui, et les gens, ils apprécient même venir ici un petit moment, souffler un peu. Et parfois, si je fais un petit entretien pour eux, ils montent vite un peu sur les pâturages en haut. Ou même l'hiver, certains viennent avec des skis de fond. Hein. Ah oui. Ça a aussi du positif. Hein. Et je veux dire, Romainmontier est quand même très musical. Hein. Je veux dire, il y a quand même l'abbatiale, il y a des concerts, des magnifiques concerts. Et tout, c'est connu, c'est très connu aux musiciens. Je ne suis pas au fin fond d'un vallon. Voilà. C'est important que vous suiviez tout le cheminement de l'arbre. Vous allez chercher vos arbres vous-même dans la forêt. C'est important de le voir déjà sur pied, ou bien c'est totalement un hasard de la circonstance du fait que vous êtes dans une ferme, dans le balcon du Jura, ou bien... Bon, il faut dire effectivement la région ici, on est quand même à une certaine altitude. Après là en haut, on arrive quand même à 1000-1100 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on a déjà un climat qui permet à l'arbre
d'une croissance beaucoup plus lente sur des terres qui sont plus maigres. Et là-dedans, on peut trouver effectivement dans un temps quand même un arbre qui a une qualité de bois de résonance. Ça veut dire avec une veine assez fine. Je veux dire, chaque ligne, c'est une année de croissance. Et bien sûr, plus haut l'arbre grandit et le sol est pauvre, ces veines vont être de plus en plus serrées et ça donne cette fameuse bois de résonance. Par exemple, là, moi, j'ai justement préparé une table en épicéa. Là, elle est débitée toujours radiale. Ça veut dire ça, c'est l'extérieur de l'arbre. Ça, c'est l'intérieur. Ça veut dire on va dédoubler ça. Ça donne ces deux pièces qui sont symétriques. Voilà. À cet moment, ils sont symétriques, bien sûr. C'est une pièce. Et là, vous avez déjà une forme de toit qui permettent de creuser cette voûte dans cette épaisseur. Je veux dire, les bords sont déjà minces. Ça veut dire on ne perd pas du bois inutilement, comme dans une planche de la même épaisseur. On va tout gouger là. On est déjà dans la première coupe du bois, on est déjà proche de la forme finale. Mais quand vous voyez un arbre en vie, on va dire, vous ne pouvez pas d'avance vous dire celui-là il sera plus intéressant musicalement parlant que celui d'à côté? Il faut dire, vous avez un côté, vous avez la qualité du bois, et l'autre côté, vous avez le savoir-faire du luthier qui sait travailler le bois pour qu'il sonne bien. Je veux dire, si on regarde les instruments anciens, pas tous les instruments sont faits avec le bois de premier choix. Il y a certaines très bonnes instruments sont même faits avec du bois, je dirais, qui serviraient plutôt pour faire des cajots de pommes que des instruments, mais ils savaient les travailler, ils savaient les faire sonner. Si par exemple maintenant on prend ça, si vous écoutez un peu plus près, c'est quand même une super belle résonance. Oui. Mais quand il est sur pied, vous ne pouvez pas le voir au coup d'œil, ou bien? On peut quand même voir la situation de l'arbre, on peut voir l'écorce, on peut... je veux dire, de toute façon, il y a quand même... ça va être visible, c'est un bois d'exception. Mais je veux dire, après, bien sûr, on peut avoir un violon avec des veines très serrées. Là, c'est très fin, c'est très régulier. Ou là, par exemple, c'est une veine qui vient beaucoup plus large dans les bords. Mais je veux dire, il faut le travailler différemment. C'est tout. Je veux dire, Cet instrument qui est sur l'établi, c'est un instrument norvégien, semble-t-il. Oui, ça veut dire, ça c'est maintenant le dernier violon, j'ai terminé la construction. Depuis des longues années, j'avais envie de construire une fois cette forme de violon. On appelle ça le Hardangerfiddle. C'est un violon qui est utilisé dans la musique folklorique en Norvège. Même déjà au XVIIe siècle, là-bas, cette forme de violon s'est développée. C'est un petit violon, un peu dans les proportions différentes qu'un violon de concert. Elle a 8 cordes, 4 cordes pour jouer, 4 cordes de résonance. Elle a des accordages très divers. Après la région où on utilise cette violon pour la musique de danse, en principe, elle joue toujours tout seul. Elle est toujours décorée comme ça avec des motifs floraux. Bien sûr, c'est l'art populaire. Les volutes les têtes sont très sculptées. Là, j'ai fait un peu un espèce de pseudo-dragon. Parfois, c'est aussi la couronne du roi qui finit la chevillère. Et voilà, une voûte très prononcée, les suies tout à fait dans des proportions différentes qu'est le violon normal. Et voilà, je suis content, j'ai pu réaliser cet objet-là, cet instrument. Bien sûr, c'est un challenge de plus aussi avec la décoration, tout peint avec l'ongle de Chine. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'il a une sonorité différente de celle du violon classique? Déjà, il a un autre accordage, il est accordé plus haut. Et il a ces cordes de résonance métalliques qui vont colorer le son métallisé. Un peu, on a le même phénomène sur la viola d'amore
C'est un instrument baroque. Et pour ça, elle est différente, elle est très portante. Et cette petite violon, elle suffit amplement, même si les gens autour font un peu du bruit, de se faire s'entendre. Parfait.